Monsieur le représentant du grand médiateur, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant de l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire, Monsieur le président du Congrès panafricain des jeunes patriotes, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et associations de jeunesse de France, du Sénégal, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Ghana, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Chers amis jeunes patriotes, distingués invités, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que vous êtes avec moi. Je suis heureux d'être là parce que nous menons une révolution démocratique dont les gens ne comprennent pas toujours le sens. Nous menons une révolution pacifique et démocratique que les gens veulent dévoyer. Mais nous ne laisserons pas des gens de mauvaise foi dévoyer notre combat noble. Je voudrais demander seulement une chose, qu'on nous laisse travailler. Qu'on nous laisse travailler. Qu'on nous laisse travailler. Pour nos amis qui viennent d'arriver de l'extérieur, je ne voudrais pas faire mon parcours depuis, ce n'est pas important. Mais je voudrais seulement dire les obstacles qu'on me met, les attaques que je reçois depuis que j'ai été élu par le peuple de Côte d'Ivoire le 22 octobre 2000. Avant de dégrener ces obstacles, je voudrais vous signaler que j'ai commencé véritablement mon combat en décembre 1969. Nous avons créé la première organisation dans une branche de l'Église carrière à Strasbourg, dans une chambre d'étudiants, dans la chambre de mon ami Assoadou, qui est aujourd'hui ministre des Eaux et Forêts. Il était étudiant de nous étions 4. Et pendant ces 30 années de mon combat dans l'opposition, jamais je n'ai pris aucune arme contre aucune institution de la police. Jamais pendant ces 30 années, alors que je subissais les actes de la prison, mon père a été en prison, moi-même j'ai été en prison, mon oncle a été en prison, mon épouse a été en prison, mon fils a été en prison, ma soeur a été en prison, mais jamais nous n'avons songé à prendre les armes contre la Côte d'Ivoire. Parce que nous croyons en nous, parce que nous avons confiance en nous, et nous avons confiance dans notre relation avec le peuple. Donc nous savions que tôt ou tard, ce peuple-là que nous défendions allait nous reconnaître et nous donner le pouvoir. Quand on a confiance en soi, on ne prend pas les armes pour faire la guerre civile. Quand on a confiance en soi, on ne cherche pas le fusil comme moyen d'accession au pouvoir. Ce sont ceux qui n'ont pas confiance en eux, mais qui ne réussiront pas. Qui n'ont pas réussi.
élections, c'était un peu comme des données qu'on met dans l'ordinateur. Dans beaucoup de capitales occidentales, ils ont mis un certain nombre de données. Ils ont tapé les touches. Mais la fête qui est sortie ne disait pas mon nom. Il se réveille un matin, on dit c'est pas pour nous ramener, mais c'est pas ce que l'ordinateur nous a donné. Mais ça dépend de ce que vous avez mis dans l'ordinateur, comme données de base. Ils ont été surpris, ils ont été étonnés, mais ils vont d'étonnement en étonnement. Ce n'est pas eux qui décident qui doit gouverner la Côte d'Ivoire. C'est le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est tout simple, mais c'est tellement difficile à comprendre. Pour eux. C'est tout simple, mais c'est très difficile pour eux à avaler. Donc, dès que j'ai été élu, on a dit, d'ailleurs, Babou est mal élu. Il est mal élu, il faut reprendre les élections. Il faut reprendre les élections. Alors j'ai dit, je ne reprendrai rien. Nous ne reprendrons rien. Comment? Il faut reprendre les élections parce que Babou a été élu avec très peu de gens. Parce que ceux qui ont participé aux élections ne sont pas nombreux. Alors, or, lui, je connais les chiffres. Donc, quand je l'ai rencontré, je l'ai pris dans le couloir. Je dis, toi, pour ton élection, le taux de participation était de 22%. Moi, pour mon élection, le taux de participation était de 37%. Et j'ai été élu avec 59%. Je n'avais pas été élu avec un score africain. J'ai été élu avec 59%. Alors, 21%, 37% de taux de participation, je ne veux plus t'entendre dire ça. Si je veux les relations diplomatiques, il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement, mais quand c'est le tout, on peut se permettre de dire des vérités. Le bonhomme, il est élu avec un taux de participation de 21%. Et il dit parfois il est mal élu. Moi, j'ai été élu avec un taux de participation de 37%. J'ai été bien élu. J'ai dit plusieurs fois que j'ai été élu dans les conditions calamiteuses. Il y a certains qui ne comprennent pas bien français. Ils disent, Babou dit qu'il a été élu dans les conditions calamiteuses, ça veut dire que son élection était mauvaise. Vous comprenez? Vous voyez? Comment les gens ne comprennent pas? Parce que après mon élection, après la proclamation des résultats, il y a eu des bagages à donner. Et il y a eu des morts. Ce qui fait que nous n'avons même pas fait la fête pour que ceux qui n'ont jamais été au pouvoir et qui arrivent fêtent au moins leur victoire. Nous n'avons pas fait cette fête. J'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Ça ne veut pas dire que je suis mal élu. Je suis très bien élu, mais dans les conditions calamiteuses. La langue française a ses règles, il faut la comprendre. Pour commenter une phrase en français. Celui qui ne la comprend pas, c'est difficile. C'est difficile pour eux. Donc, on a commencé à dire que puis, à un moment donné, ça cessé. Après, on dit, ah,
Charnier. Il a pris Charnier. Vraiment, il a pris les gens. Il y avait 50 personnes tuées, amassées dans le coin, en brousse. Et que ces personnes-là, c'est toutes des personnes musulmanes. Alors, j'ai demandé à elle, comment on fait pour reconnaître un cadavre musulman? Ça n'est pas difficile. Vous trouvez plus de 50 corps quelque part, et ce qui est curieux, c'est que la première personne à en parler, c'était un journaliste français de RFI. Comment le réflexe normal d'un Ivoirien, fille de bourg, un cas de cadavre, moi je crois que son réflexe doit être d'aller à une gendarmerie ou bien à un poste de police pour dire venez voir les policiers, il y a des cadavres ici. Mais son premier réflexe, c'est de pas d'aller à RFI. Si le premier réflexe de celui qui a vu ça a été d'aller à RFI, alors je me suis contenté de dire, écoutez, ces bagarres que les adversaires ont organisées, et où c'est nous qui avons perdu le prix du monde. Et c'est nous qui avons gagné, et ça nous a voulu laisser la victoire. Il y a eu plus de 300 morts. Ne me parlez pas seulement de 50. Si on veut parler des morts de 2000, parlons de 300 morts. Et ne me parlez pas de morts d'une certaine religion par rapport à des morts d'une autre religion. Un mort n'a pas de religion. Un mort n'a plus de religion. Et puis comment faire pour pouvoir? Alors, progressivement, ça a cessé. On a dit, ah oui, d'ailleurs, on peut voir la xénophobie. Ça a été un autre thème de campagne. Comment un pays qui reçoit tous les Africains de tous les pays d'Afrique, un pays qui reçoit tous ceux qui sont venus du Liban au moment de la guerre du Liban, un pays qui reçoit tous les Européens de tous les pays d'Europe, ce pays-là est traité de xénophobe. Alors j'ai dit à quelqu'un, quand on nous traite de xénophobe, c'est un hommage à notre pays. Parce qu'il y a un pays où il n'y a aucun étranger, on ne peut pas dire qu'il y a une xénophobie. S'il n'y a aucun étranger chez vous, on ne peut pas dire que vous êtes xénophobe. Parce que la xénophobie se définit comme une attitude vis-à-vis des étrangers. C'est parce qu'il y a des étrangers chez nous. Mais chez nous, il faut que nos amis sachent que, officiellement, j'ai dit bien officiellement, il y a 26% d'étrangers. C'est le taux le plus élevé au monde. Après peut-être Dubaï. Oui, après Dubaï. Mais la différence avec Dubaï, c'est qu'à Dubaï, on ne peut pas devenir Dubaï. Quand vous êtes étranger, vous ne pouvez pas devenir Dubaï. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tous les étrangers qui sont ici peuvent devenir, si le désir, c'est une simple demande ivoirienne. Tout le monde peut devenir ivoirien s'il le veut. Et je suis le président qui a signé le plus de décrets de naturalisation depuis que la Côte d'Ivoire existe. Cela est vérifiable. Le journal officiel est présent, donc cela est vérifiable en comptant. Et je n'ai pas fini mon mandat encore. Je ne peux pas encore finir mes mandats. Ils ont dit que la paix de la xénophobie ne tenait pas. Parce que les chiffres parlaient contre le tel. Donc, on a dit, la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. Mais
par les enfants esclaves. Mais nous avons fait front devant tout ça. Le cacao, les enfants esclaves, le cacao a été introduit en Côte d'Ivoire à la fin du 19e siècle. Non seulement il n'était pas né, mais ni mon père ni ma mère n'étaient encore conçus. Et voilà que c'est le jour où j'étais président de la République qu'on découvre que le cacao ivoirien est produit par les enfants esclaves. Alors nous avons invité les journalistes du monde entier à venir se prononcer dans la production de cacao. Alors, c'est visible, c'est petit, c'est minable et c'est ridicule. Tout cela est déprimable et nous le méprisons. Mais on ne vous demande pas de me lire. On vous dit que je suis président. Un point. Les Ivoiriens ont élu celui qui veut. Où est votre problème? Jusqu'à présent, sur cette question, je ne comprends pas les problèmes des autres. Où est le problème? Quand il dit, papa, ne nous peut pas faire. Qui t'a sonné? Qui t'a sonné? Les Ivoiriens qui sont concernés m'ont élu. Où est votre problème? Mais vraiment, ça c'est une grande question sur laquelle il faudra peut-être que vous pensiez, ou bien sur laquelle on va faire des colloques. Mais où est le problème des autres? Quand il élisait le président, moi il a envoyé un message de félicitations. Je n'ai jamais rien dit sur les pratiques d'un chef d'État voisin ou lointain. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas. Mais je pense que pour que les États viennent tranquillement, sereinement, il ne faut rien dire. Donc je ne dis rien. Moi, non seulement je n'ai rien fait et ils disent que j'ai fait des choses que je n'ai pas fait, mais ils parlent de quoi et puis ils parlent pourquoi? Ils parlent pourquoi? Dites-leur que ce n'est pas leur problème si je suis élu. C'est tout. Donc, ils ont essayé tout ça. Mais en plus de ça, c'était appuyé par des faits de violence. Pour citer le plus significatif, le 7 et 8 janvier 2001, ils ont tenté un premier coup d'État. Ils ont même pris la radio, ils ont pris la télévision. 7 et 8 janvier 2001. Nous les avons chassés de là. Et la tentative de 2002, c'est la seconde. Alors, certains disent oui, les rebelles descendaient du nord et les Français les ont arrêtés au centre. C'est pas vrai. Ils ont attaqué d'abord Abidjan. Ils ont concentré le plus gros de leurs forces à Abidjan. À Abidjan, ils ont attaqué la brigade anti-émeute. Ils ont attaqué la gendarmerie d'Aman. Ils ont attaqué les camps de gendarmerie. Ils ont bloqué la route du camp militaire d'Abidjan. Nos soldats se sont battus et les ont chassés d'Abidjan. C'est ça. Et c'est dans leur fuite que nous n'avions pas les moyens logistiques pour projeter nos militaires derrière eux, ce qu'ils fuyaient pour aller en direction du nord. C'est en ce moment que j'ai demandé de l'aide à la France. J'ai demandé à la France de nous mettre 2 ou 3 hélicoptères à notre disposition pour qu'on les aide à partir d'où ils venaient. Naturellement,
la France a refusé, on comprendra plus tard pourquoi. Donc, ils ont attaqué. Ce coup d'État a échoué donc, puisqu'il a été repoussé. Jusqu'à la fin de la médiation et à Lomé, il y avait une nature de cette attaque que je vais vous expliquer. Bien qu'ils ont attaqué, la CEDEAO a convoqué une réunion à Accra, ce qu'on a appelé Accra 1. On a discuté, les chefs d'État ont manifesté leur solidarité. On a pris une très belle résolution, la plus belle d'ailleurs depuis que cette crise existe, la plus belle sur papier. Et on a créé un comité de médiation qu'on a confié au président Yadena. Mais jusque-là, il s'agissait, on considérait qu'il y avait des rebelles contre l'État de Côte d'Ivoire. Et que ces rebelles-là, il fallait les convaincre pour qu'ils déroulent les armes et qu'ils partent en clapin et nommer. C'était le sens. Donc l'État que je représente a envoyé une délégation conduite par le président du Conseil économique et social de la Folgo, comprenant tous les partis qui étaient au gouvernement. Cette médiation, on ne l'a pas laissée aller jusqu'à son terme. Pendant qu'elle se déroulait, on a convoqué Narkosi. À partir de Narkosi, la nature du conflit a été changée par les négociants. On n'a plus considéré l'État de Côte d'Ivoire. On a convoqué des partis politiques à Narkosi. Et on leur a demandé de signer une déclaration. Moi-même, j'ai connaissance de ce document une fois que je suis arrivé à Paris pour la réunion du président. J'ai été mis devant le fait accompli. Mais je ne suis pas un pleureur, je ne pleure pas. Mais j'ai regardé le papier. Le contenu était simple. D'abord, pour le moment, tu vas rester là, mais dans ton pouvoir, à quelqu'un que nous te désignons, et puis petit à petit, on va te pousser à la porte, et après, tu partiras, et puis celui que nous attendons viendra s'installer. Mais moi, je ne ferai pas ça. J'ai regardé les papiers et là, la lutte ne fait que commencer. La lutte ne faisait que commencer. Et la lutte a commencé exactement. Et petit à petit, les poissons nageurs, donc on ne voyait que les écailles. On a découvert leur visage au fur et à mesure. Celui qu'on a découvert aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le plus gros ou le dernier, mais en tout cas, il est gros. Donc voilà, Narkosi plaçait les rebelles sur le même pied d'égalité que l'État. C'est inacceptable. Narkosi nous a contraint à mettre des rebelles, des tueurs, des assassins, des violeurs dans le gouvernement. Et en plus, ils sont incapables. Donc, nous travaillons là-dessus.
Mais ça, c'est du passé. On marche vers l'avenir. Parce que beaucoup disent aujourd'hui, pourquoi Thabo Mbeki? Il est venu, il m'a parlé comme on parle à un homme. Il m'a parlé avec respect. Parce que lui, il sait ce que tout ça veut dire, d'où il vient. D'où il vient, ils ont connu la bataille, ils ont connu l'emprisonnement, ils ont connu les tueries, ils ont connu les assassinats des militants. Et Dieu faisant bien les choses, il était ici, chez moi, à 500-600 mètres de l'Union le 9 novembre, quand l'armée française a tiré sur les jeunes manifestants. Thabo Mbeki était là. Donc, il s'est fait une idée, une vivant. Il s'est fait vraiment une idée, une vivant. Donc, la discussion prend une autre forme, prend une autre dimension. Donc, nous avançons, mais ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, voilà. C'est pas Babou qui est là. C'est même pas seulement la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, l'Afrique est là. Aujourd'hui, l'Afrique est là, devant elle-même. Devant elle-même. On a le fils de Lumumba, je vais citer un exemple qui vient du Congo et un exemple qui vient du Côte d'Ivoire. Quand Lumumba s'est battu pour l'indépendance et qu'il a été élu, parce que les gens croient qu'il a été nommé, non, il avait une majorité au Parlement qui lui permettait de former le gouvernement. Il y a d'autres Congolais dont je ne vais pas citer les noms parce que je ne voudrais pas blesser les descendants, mais qui sont frères aux Belges, aux Français, pour dire, oh le Lumumba, il est tout révolutionnaire, laissez-le, puis mettez-moi à la place. Je vous rapporte le pays. Ça ne ressemble pas à quelque chose, ça. Ça ressemble à... Ça ressemble pas à quelque chose, ça. Mais il y a des gens ici qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre parti. Ceux-là, ils ont été à tuer Lumumba pour que les Européens les prennent et les mettent au pouvoir. Au moment où Lumumba comptait sur le peuple pour arriver au pouvoir, et il comptait sur l'extérieur pour arriver au pouvoir chez eux. Ça vous dit bien? Mais même ici, Oufoué a gagné parce qu'en 49 et en 50, pendant que lui il butait, pendant que Dame Marie Raji, qui est morte et qu'on enterre aujourd'hui, lançait la guerre contre les produits importés. Pendant ce temps-là, il y avait des Africains qui allaient voir les Français, le gouverneur, pour leur dire, nous sommes là, enlevez le fouet, il est trop révolutionnaire, il est trop anti-français, et mettez-nous à sa place. Mais il ne peut pas vous mettre à sa place. C'est lui le peuple qui l'a élu, et vous. Donc, tant que les indépendances ont été proclamées, ils ont institué ce phénomène par le coup d'État. On veut quelqu'un, on enlève l'autre, on vient le mettre par le coup d'État, on encercle les adversaires et puis il faut que
cette tentative de coup d'État soit la dernière. Que veut l'Afrique dans son partenariat avec l'extérieur? L'Afrique est demandeur parce que l'Afrique, du fait de son histoire, a accusé un État technologique, un État financier et un État économique. Mais l'Afrique est souveraine. Et même dans cette discussion, elle veut la dignité. Quiconque ne peut pas donner à l'Afrique la dignité dans la discussion avec elle, ne peut pas discuter avec elle. La première chose qu'il faut comprendre dans toutes les négociations, même si elles sont techniques, c'est la dignité. Oui, nous sommes les combattants de la dignité. L'Afrique veut le respect. Le respect. Je négocie avec toi un prêt. Si tu veux, tu me donnes. Si tu ne veux pas, tu me laisses. Oui. Tu veux, c'est ça. On dit. Tu me dis, je te fais le prêt, voici les conditions. Moi aussi, j'accepte les conditions, je ne l'accepte pas. Mais l'irrespect ne peut pas être accepté par les générations à venir. L'irrespect ne peut pas être accepté. L'indignité ne peut pas être respectée par les générations à venir. Chers amis du Méda, nous sommes particulièrement heureux de ta présence. Dis au peuple français que ni le gouvernement ivoirien, ni le président de la République ivoirien, ni le peuple ivoirien n'a rien contre le peuple français. Et moi, je suis un représentant de ceux qui ne peuvent rien avoir contre le peuple français. Mon père s'est battu avec ses camarades soldats français contre l'armée nazie. Mon peuple s'est battu, mon père s'est battu pour que l'armée ne triomphe pas. Il était dans cette armée-là qui, hélas, a été vaincue en 1940. Et il était soldat volontaire. Le sergent Kourou, tel est son nom, a été prisonnier de guerre, évadé. Il a reçu les larmes, il a été blessé de guerre, il emporte encore les cicatrices. Soigné, il a été ramené à Fréjus, s'est reposé puis il est rentré en 1942 à la voie maritime. Le prénom auquel je porte Laurent, c'était le prénom du capitaine qui commandait la compagnie de papa. Il est mort dans le bras de mon père. C'est un français, blanc comme toi. Et moi-même, dans mon combat, quand j'étais en France, j'ai fait 6 ans et demi d'exil en France, je n'avais pas d'argent. Mais il fallait que cet exil ait lieu pour que le combat soit popularisé au niveau mondial. Mais c'est des amis français qui m'ont logé 6 ans et demi. C'est des amis, c'est des camarades qui m'ont logé. Donc, nous n'avons absolument rien contre le peuple français. Mais quiconque, au nom de l'intérêt idéologique ou de l'intérêt économique, veut nous asservir, nous trouvera debout.
Sundiata, le cri de Sundiata chantait Sa Kapusa Navi. La mort, vous méritez tout le déshonneur. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais dire que cette crise est en train de finir. Et elle va finir. Nous en sortirons par la voie constitutionnelle. Il n'y a pas d'autre voie. J'ai lu des amusements sur certains journaux. Mais le président, peut-être il va choisir le référendum, peut-être il ne va pas choisir le référendum. Ce n'est pas une question de choix du président, c'est une obligation constitutionnelle. La Constitution ne me demande pas mon avis. La Constitution dit, si vous voulez modifier la Constitution, faites ceci, faites cela, et enfin faites cela. On a fait ceci, on a fait cela, et on va m'arrêter là. Donc allez, et dites aux gens que nous nous sommes engagés tous dans la voie constitutionnelle, la modification de notre propre constitution. La constitution, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est notre sang. Nous avons commencé, on a introduit au Parlement. Le Parlement pouvait bloquer le texte. Le vote du Parlement ne signifie pas la modification constitutionnelle. Le Parlement lui-même n'a pas compétence pour modifier la Constitution. Ni le président de la République, ni le gouvernement, ni le Parlement n'ont compétence pour modifier l'article 35 et l'article 55 de la Constitution. Et ils peuvent seulement dire au peuple, nous terminons le texte, ou bien nous le bloquons. Voilà le nom du Parlement. Au niveau du Conseil des ministres, le président a dit qu'il peut bloquer le texte. Il ne l'a pas fait. Au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale peut bloquer le texte. Il ne l'a pas fait. Le Parlement a dit, peuple, nous te donnons ton texte. Tu veux le modifier ou tu ne veux pas le modifier. Fais-en ce que tu veux. Voilà ce que le vote du Parlement veut dire. Réalisez les articles 126 et 127 de la Constitution du Côte d'Ivoire. Donc, sur ce point-là, il faut être serein. C'est moi qui vais vous parler à la télévision pour dire quel jour on va voter la Constitution, le référendum. C'est moi qui vais. Et d'autres personnes parlent, mais elles parlent. Oui, moi je ne parle pas du référendum, on vous ne pouvez pas d'aimer. Vous voulez la modification constitutionnelle, non? Bon, mais la seule voie pour la modifier, c'est le peuple, et on va aller voir le peuple. S'il le modifie, il le modifie. S'il ne le modifie pas, il ne le modifie pas. Et puis, on va s'asseoir. Mais, si c'est pour ça que vous avez fait tout du cas, il faut que vous négociez. Parce que désormais, sachez, je voudrais dire à tous les présidents qui vont venir, qu'il ne faut plus qu'ils fuient devant un petit pétard. La génération que moi je représente, c'est de donner la dignité. C'est de forcer le respect. C'est de faire en sorte que chacun, dans notre pays, se sente chez lui. C'est de faire en sorte que la colonisation que nos parents avaient combattue ne revienne pas sous une autre forme.
c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir du travail et manger. C'est de faire en sorte que chacun puisse mettre ses enfants à l'école et les éduquer. C'est de faire en sorte que si chacun est malade, il puisse se soigner. C'est ça, notre génération. Le reste du combat vous appartient. Vous appartient. Vous les jeunes, vous aurez d'autres combats à mener. Parce qu'une action, quand elle est menée, elle crée toujours des déchets. Et ces déchets-là, c'est vous qui devrez après les nettoyer. Je me bats dans le cadre de ma génération aujourd'hui. Je me bats sur la terre que nos ancêtres nous ont laissée. Je mets le combat que nos parents ont mené avant moi. Il y en a qui meurent aujourd'hui. Mais sachez qu'au temps de la pénétration coloniale, beaucoup de nous sont déjà morts. Y compris Babo Ligbi, mon grand-père. Amon Boa Botogera, il est mort là, à Bonois. On l'a exilé. Il est mort en exil au Gabon. Nous venons de ramener son corps. Beaucoup des nôtres, au temps de la pénétration coloniale, déjà sont morts. Au temps de la lutte pour l'indépendance, il y a eu encore beaucoup de morts. Boafé, Dimboko, Azopé, Grand Bassam, Treichville, Séguéla. Il y a eu, en ce temps-là encore, beaucoup de morts. À Deauville, j'oubliais, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, la dame que vous voyez là, son fils est mort dans le cadre du combat que nous menons pour la dignité, le respect. Il faut que chez nous ici, nous soyons libres d'ouvrir les bras pour accueillir tous nos frères qui arrivent. Mais il ne faut pas qu'on nous mette le fusil sur la tempe pour nous obliger à faire quelque chose. Je ne comprends pas ceux qui nous agressent parce qu'on peut arriver au même résultat en étant serré. Nous pouvons accueillir, nous accueillons déjà tout le monde. Donc, je fais ma part. Et sachez que de ma part que je fais, je le ferai sans aucune faiblesse, sans reculade, sans crainte. Parce que je sais que je fais mon devoir. Je sais que je lutte au nom de toute une génération d'Africains. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est regardé en Afrique, en Amérique latine, en Asie, mais je vous saurai tous les témoignages que je reçois. Vous saurez tous les témoignages que je reçois. Même ceux qui se réunissent comme ça, après ils viennent comme ceci. Pour dire, ah, on est là, mais vraiment, c'est difficile. J'ai dit, venez. Donc les jeunes, voici ce que je vais vous laisser. Aucun pays ne se développe sans combat. Même les pays occidentaux qui ont envers nous quelquefois des attitudes dédaigneuses, pour qu'ils arrivent à être développés, ils ont traversé des périodes dures dans leur histoire. Les États-Unis ont connu la lutte de l'indépendance, ils ont connu aussi la guerre de sécession. La France, elle a connu un siècle de chaos. La Révolution française de 1789, celle de 1788, enfin, les restaurations, l'Empire, de nouveau, la Révolution. L'Allemagne a connu l'unité allemande avec Bismarck, l'Italie, l'unité italienne avec Cavour. Tous ces pays-là aussi ont connu leur temps de tristesse, de pleurs et leur mort. Mais je vous laisse, je vous laisserai demain
un pays debout. Je vous laisserai un pays riche, un pays prospère. Oh les cœurs! Oh les cœurs!